Et c'est le moment de retourner un an en arrière, revisiter les jeux de l'an passé. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour le segment Throwback de avril 2024. Alors oui, avril 2024 parce que c'est le but du segment. Je retourne un an en arrière, revisiter les acquisitions que j'ai faites et je vous donne mon avis avec un peu de recul. Parce que vous le savez, lorsqu'on reçoit un jeu, c'est souvent tout nouveau, tout beau, mais qu'en est-il de notre avis en se donnant un petit peu plus de temps? C'est d'ailleurs aussi un segment que j'apprécie énormément faire parce que ça me permet de pouvoir remettre en perspective certaines de mes acquisitions pour voir si elles vont traverser l'étape du temps. Alors, fidèle à mon habitude, je commence avec quelques jeux qui ont quitté ma collection. Alors, je vais commencer avec le jeu Escape the Dark Castle. Alors, Escape the Dark Castle est un jeu qui se voulait être une espèce de jeu dont vous êtes le héros. Un style un peu comme les livres qu'on avait quand on était jeune, qui vont servir de pouvoir faire une aventure. Donc, un style un peu Donjon Dragon. J'aimais le look rétro noir et blanc. Et c'est pas un look qui va plaire à tout le monde, mais ça fait penser aux vieilles éditions Donjon Dragon. Là, vraiment, la première édition avec des dessins très caractéristiques. C'est un jeu qui nous demandait de lancer des dés, donc beaucoup de hasard avec les cartes qu'on allait avoir, mais également les dés. Je dirais que c'était bien, je l'ai joué en solitaire quelques fois. C'est pas un jeu que je qualifie exceptionnel, mais par contre, j'avoue que j'ai bien aimé l'idée du petit jeu solitaire, la petite aventure qu'on allait faire. Et là, on va explorer un donjon, affronter des monstres, des choses comme ça. Ça reste un petit jeu sympathique. Je pense que c'est pas un jeu qui offre énormément de profondeur, mais c'est un jeu qui se veut accessible. Donc, c'est certain que s'il y a des gens qui aiment les jeux de rôle, mais qui sont moins fans de jeux de société, ça se pourrait que ce soit un bon tremplin, un bon jeu qui pourrait les amener vers le concept de jeu coopératif. Donc, c'était bien, mais après quelques parties, j'avais l'impression d'avoir fait le tour. L'autre jeu qui a quitté ma collection, c'est le jeu Path of Civilization. Path of Civilization est un jeu que j'attendais énormément, mais c'est un jeu également que j'ai beaucoup joué. Parce que, je vous le dis là, parce que je prends souvent le temps de le dire, c'est pas parce qu'un jeu a quitté ma collection que c'est un jeu que je trouve nécessairement mauvais. Path of Civilization est un jeu que j'ai vraiment apprécié, mais j'ai joué également beaucoup. Je me disais peut-être même que le jeu aurait peut-être bénéficier d'une extension après quelques parties comme ça, mais c'est un jeu qui nous offre la possibilité de pouvoir jouer en mode simultané. Donc, il y a vraiment un bon concept qui a été fait, une iconographie dont tellement de jeux devraient s'inspirer. Lorsqu'on comprend l'iconographie, on peut lire le jeu et ça fait en sorte que c'est vraiment génial. Le jeu nous proposait une avancée d'une civilisation. Ça nous donne un petit vibe de Seven Wonders, je dirais. On avait différents cubes qu'on avait dans différents plateaux qui servaient de ressources. C'était vraiment bien pensé. Je pense que c'est un jeu qui a eu une presse un peu ordinaire lors de sa sortie et j'ai eu la chance de discuter avec François Romain lors d'une entrevue que j'ai fait avec lui, très intéressant d'ailleurs, et on a parlé de Path of Civilization parce que quand le jeu est arrivé, l'auteur, les créateurs du jeu, qui ont distribué le jeu ont mentionné qu'il y avait eu l'utilisation d'une AI qui avait été faite pour commencer le travail de design. Et c'est un des premiers jeux qui est sorti avec une mention de AI et on sait que c'est un sujet très épineux et très douteux. Par contre, ce que beaucoup de gens ne se sont pas poussés à comprendre, c'est que l'AI avait été utilisée, mais après ça qu'un designer, un illustrateur a travaillé sur les illustrations, c'était par souci parce qu'il était limité dans le temps et le créateur du jeu a travaillé très fort. En fait, les éditeurs du jeu ont travaillé très fort pour pouvoir réussir à sortir un jeu dans des délais qui étaient raisonnables. Ils ont également utilisé une production qui a été faite en Europe, qui a fait en sorte que le jeu coûtait un peu plus cher et au lieu de penser à la manière écologique, parce que ça reste un souci d'écologie, parce que ça n'a pas été fait en Chine, ça n'a pas été transporté par bateau, non, ça a été fait en Europe, et je trouve que le jeu a vraiment une bonne idée par rapport à ça, mais ça a complètement passé dans le beurre, parce que tout le monde a juste parlé des fameuses illustrations AI, qui n'étaient pas nécessairement 100% AI non plus. En tout cas, ça fait beaucoup de polémiques, il reste que le jeu, je l'ai trouvé très intéressant. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'y jouer, je vous le conseille, parce que c'est vraiment un jeu que j'ai beaucoup aimé. Je continue avec la liste des jeux qui, eux, sont encore dans ma collection. Alors, je commence avec un jeu que j'ai parlé, il me semble, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est le jeu Star Wars Outer Rim. Star Wars Outer Rim est un jeu dans l'univers de Star Wars qui va nous faire incarner un mercenaire, un mécréant, et on va se promener tout aux confins de l'univers et du cosmos pour aller réussir à faire des missions. Alors, à la base, c'est un peu une espèce de pick-up and deliver, parce qu'on va prendre des missions, on va tenter d'aller se promener, mais on a une panoplie d'histoires qui va se faire. Alors, c'est un jeu de type bac à sable, donc sandbox, qui va nous faire évoluer dans l'univers de Star Wars.
Si vous n'êtes pas fan de Star Wars, je suis pas sûr que vous allez nécessairement trouver votre intérêt là-dedans, mais par contre, si vous êtes des fans comme moi, vous allez vraiment aimer ça, parce qu'il y a une tonne de fanservice qui est faite, une tonne de personnages qui sont inclus là-dedans, et là on parle pas juste des films de base, on parle vraiment de l'univers étendu de Star Wars. Pour ma part, j'ai également l'extension, et je trouve que l'extension vient donner vraiment un petit coup de pouce au jeu, parce que je me rappelle quand j'avais eu le jeu il y a très très longtemps, il y a 4-5 ans, j'avais eu le jeu, j'avais joué un peu, et finalement, je m'étais allé assez vite, et je l'avais fini par le revendre, mais l'année passée, je me le suis reprocuré avec l'extension. L'extension ajoute un paquet de petits modules, mais ajoute également de la variété dans les différentes cartes qu'il va avoir. Donc, ce ne sera pas nécessairement toujours la même piste. Vraiment, ça vient bonifier le jeu énormément. Si vous avez joué au jeu de base, mais vous n'avez pas essayé l'extension, bon, malheureusement, il est très difficile à trouver, mais je vous le conseille fortement parce que sérieusement, c'est un jeu que j'adore. Je continue avec un petit jeu plus léger qui s'appelle Cubitos. Cubitos est un jeu de course dans lequel vous allez incarner un petit cube tout mignon et tenter de vous déplacer pour réussir à être le premier. Donc c'est vraiment une course, mais avec un concept de dice pool building, donc on va se construire une pool de dés, on va acheter avec de l'argent qu'on va avoir, différents dés qui vont avoir différents pouvoirs, et c'est ce qui est le fun dans ce jeu-là, c'est que les dés vont représenter un pouvoir, mais ce pouvoir-là peut changer de partie en partie, ça veut dire qu'il n'y aura jamais deux parties qui vont être identiques avec la même configuration si vous décidez de faire un peu de variété. Il y a des patterns préétablis, mais ça vient vraiment donner de la variété au jeu, du fait que le même dé va pouvoir servir pour plusieurs choses différentes au courant de parties subséquentes. Alors, on va construire notre pool de dés, et on a un petit élément de push your luck parce qu'on va brasser les dés et on va se demander est-ce qu'on les rebrasse? Mais il faut faire attention parce que si on n'a pas assez de symboles, à ce moment-là, on va perdre notre chance. On a quand même un petit bénéfice pour avoir manqué notre shot, mais on va vouloir pousser notre chance pour essayer de réussir à maximiser nos ressources qu'on va recevoir pour avancer plus vite dans la course et aller chercher d'autres dés qui vont nous permettre de pouvoir faire un paquet de petites choses. Un petit jeu qui gagne à être connu, vraiment sympathique. J'aime beaucoup l'aspect de push your luck, l'aspect de course, l'aspect tout mignon et surtout la variété. Je trouve que c'est vraiment un excellent jeu. Ceci dit, ça fait très longtemps que je l'ai pas joué. Quand je l'ai acquis l'année passée, je me rappelle avoir joué quelques parties, mais là, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas joué. Je pense que ce serait une bonne idée. Ça serait intéressant. Avez-vous vu, en vous parlant des jeux, ça me donne même le goût aussi de les ressortir. Je continue avec une toute petite boîte qui s'appelle Deep Sea Adventures. Deep Sea Adventures est un jeu de push your luck, un jeu de pousse ta chance, dans lequel on va tenter de devoir se rendre dans les profondeurs pour aller chercher des trésors et réussir à remonter à la surface avant de manquer d'air. C'est une toute petite boîte faite par la compagnie Oink Games qui produit quelques bons petits jeux. Bon, ils sont pas tous excellents, mais je dirais que Scout et Deep Sea Adventures sont vraiment d'énormes succès. Alors, dans Deep Sea Adventures, c'est un jeu de push your luck, justement, dans lequel on va avoir des cartes qui vont être placées et on va être des scaphandriers, donc on va être des plongeurs, et on va devoir tenter de se rendre le plus loin possible. Le hic, c'est que lorsqu'on ramasse des trésors, on avance beaucoup moins vite et il va falloir réussir à aller chercher les choses et après ça, remonter à la surface. Donc, il y a un petit élément de push your luck parce qu'on peut essayer de pousser pour aller plus loin encore, mais ça se pourrait qu'on réussisse pas à remonter à la surface. Et à ce moment-là, on va avoir tout perdu. Je dirais que mes premières parties, jauge mal un peu mon air parce que tout fonctionne avec une jauge... il y a un petit marqueur qui va descendre et c'est l'air qu'on va prendre et plus ça va aller, là, on va finir par manquer d'air et tous les joueurs doivent réussir à monter à la surface. Un bon petit jeu bien pensé, vraiment sympathique pour la grosseur de la boîte, c'est vraiment un énorme succès. Je continue avec un jeu qui, celui-là, est un petit peu plus familial, en fait, vraiment plus familial. C'est le jeu City Chase. City Chase est un jeu de police contre voleurs. Alors, les joueurs, c'est un tous contre un, où les joueurs incarnent les policiers et ils doivent trouver un voleur. Comment ça fonctionne? Et c'est vraiment beau. Je dirais que le matériel fait vraiment Toy Factor. C'est vraiment le matériel qui vient donner un beau cachet au jeu. C'est que les joueurs ont des petits hélicoptères et on va devoir se déplacer. Et là, il y a des bâtiments et on va cacher en dessous des bâtiments la trace du voleur et le voleur va se déplacer et lorsque il va arriver, les policiers vont pouvoir regarder en dessous d'un building et vont voir est-ce que le voleur est déjà passé par là, ça va leur donner une idée de la trace, donc on doit réussir à retracer, donc c'est du mouvement caché, c'est très familial, on s'entend, c'est très léger, c'est sympathique quand même, j'ai joué avec mes enfants aussi, j'ai joué avec les enfants de d'autres personnes aussi, ça marche vraiment mieux avec des plus jeunes joueurs, je pense pas que c'est un jeu que je trouve très intéressant à jouer entre adultes, un
un petit jeu de mouvement caché, mais ça reste une belle présence sur la table et je pense que c'est important des fois d'avoir des jeux qui vont réussir à plaire à un public un peu plus général. Je me verrais quand même de sortir ça peut-être avec justement là, des gens qui connaissent un peu moins les jeux de société pour les familiariser, le petit côté vraiment cute. Côté gamer, c'est pas vraiment d'un intérêt prononcé, mais j'ai encore le jeu dans ma collection, fait que je pense que c'est un bon signe. Et je termine maintenant avec les Aventuriers du Rail version Berlin. Alors, les Aventuriers du Rail n'ont plus besoin de présentation. Ça fait une éternité, ça fait une quantité industrielle de jeux. Et là, tout le monde va se dire, bon, c'est bien, là, ils font juste en sortir. Ben oui, mais ça réussit à rejoindre un certain public. Alors, il y a les versions grosses, là, bon, la version des États-Unis, la version Europe, il y a eu des extensions, là, la Suisse, plein de choses. Il y a une quantité industrielle de cartes, d'ailleurs, qui sont sorties. Ma préférée, je pense, ça reste le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, j'ai vraiment trouvé ça le fun, et la Pennsylvanie. Mais il y a également sorti une panoplie de petites boîtes. Alors, ce sont des versions des Aventuriers du Rail qui sont vraiment plus rapides. Et là, je parle de vraiment rapide parce que en bas de 30 minutes, c'est réglé. Même à 2 joueurs, je pense qu'on s'en tire en à peu près 15 minutes. Mais ça vient chercher le côté plus rapide, le côté plus simple, et c'est un jeu qu'on peut facilement sortir en famille un soir de semaine sans problème. Bon, c'est certain que ça offrira pas les parties plus intéressantes qu'une grosse version pourrait offrir, mais chaque petite boîte offre toujours une petite twist intéressante. Je sais qu'il y a eu la version de Londres, il y a eu la version de Paris, il y a la version de Berlin, donc il y a vraiment plein de différentes versions, et ils ont toutes une petite twist. Bon, est-ce que ça vaut vraiment la peine de les avoir toutes? Je ne crois pas. Je pense que ça va peut-être plaire aux collectionneurs, mais je pense que d'avoir au moins une version, et je pourrais même pas vous dire laquelle est ma préférée, parce que j'ai eu l'occasion d'en essayer plusieurs, mais sont le fun, les petites versions. Ça permet d'avoir une partie qui va être plus rapide, mais surtout, encore là, ça peut servir d'un autre beau tremplin pour pouvoir découvrir le jeu parce que si vous écoutez la vidéo, c'est probablement parce que vous êtes un gamer aguerri ou que vous connaissez beaucoup l'univers du jeu, mais il faut se rappeler que pour avoir des joueurs, il faut réussir à les amener vers le hobby. Et souvent, c'est des petits jeux comme ça qui vont réussir à le faire. C'est des jeux qui sont pas trop intimidants au niveau règles. C'est des jeux qui offrent un matériel intéressant. Visuellement, c'est très intéressant avec les petits trains. On se le cachera pas, les petits trains ont vraiment tout un look. Et ça va peut-être faire en sorte qu'un joueur qui dit « Ah, on sait bien tes jeux compliqués ou tes jeux trop longs. » Ah ben là, ça peut être le fun. Là, une petite partie, c'est pas trop long et ça va peut-être leur donner le goût d'avancer vers la prochaine étape. Parce que pour ma part, je trouve que c'est ça qui est important dans l'univers du jeu, c'est de réussir à faire découvrir notre hobby pour faire comprendre aux gens que c'est pas juste des gros jeux compliqués et que c'est pas juste parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience que ça va nécessairement être ça va être tout le temps comme ça. Non, de trouver des jeux parce qu'il y a des jeux pour tous les joueurs et il faut juste trouver le bon à leur présenter. Donc, ça fait le tour de mes expériences de mon throwback. Maintenant, je veux savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des jeux dans ma liste que vous avez joué, que vous avez eu l'occasion d'essayer? J'aimerais bien savoir votre avis. Et pour ce faire, allez l'écrire dans les commentaires. Ça me fait toujours un plaisir de pouvoir vous lire, de pouvoir interagir avec vous afin de connaître votre avis. Et si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à faire un petit pouce en l'air. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous invite à le faire. Et je vous invite également à aller voir, sur le site web de notre boutique partenaire Infini Jeux pour voir une tonne de nouveautés. Donc, c'est Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!